Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Gwenolé Bourré. Il est militant La France Insoumise sur la région rennaise. Et il nous a rejoint, malgré la circulation importante ce matin, il nous a rejoint au micro de la matinale pour être en direct. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour à tous et à tous. On va parler de l'actualité politique très importante en ce moment avec ce choix de Premier ministre qui tarde à venir. Il y avait une option à gauche, Lucie Castel. L'option a été abandonnée par Emmanuel Macron au profit peut-être, dit-on, de Bernard Cazeneuve, dont le nom circule. Autre nom qui circule aussi depuis hier, Thierry Baudet, l'actuel président du Conseil économique et social. Est-ce que ça va plaire à la gauche, si vous me permettez d'être un peu trivial ce matin ? Bon, pour commencer, je pense qu'on peut revenir sur ce qui s'est passé lors de ces élections législatives. Il faut rappeler quelque chose, Emmanuel Macron a perdu ses élections. Et je pense que ça, il a du mal à le comprendre. C'est-à-dire que le nouveau Front Populaire est arrivé en tête de ces élections contre toute attente. On nous prévoyait pendant tous les sondages nous ont prévu une victoire écrasante du Rassemblement national. Et personne n'a attendu le nouveau Front Populaire qui arrivait en tête. Et depuis, Emmanuel Macron, recroquevillé dans l'Élysée, a décidé non, c'est moi qui décide, comme un petit adolescent de la Ve République qui refuse de justement reconnaître le résultat des élections. Non, nous, le nouveau Front Populaire, toutes les 4 formations du nouveau Front Populaire, nous sommes très très clairs sur ce que nous voulons. Nous avons demandé Lucie Castel Première ministre, et ce ne sera rien d'autre avec l'application du programme du nouveau Front Populaire. Alors que ce soit Bernard Cazeneuve ou n'importe qui d'autre, ce sera non, nous voterons contre ces propositions de Premier ministre du président de la République. Alors on entend des voix qui s'élèvent contre le nouveau Front Populaire en disant oui, mais finalement, par exemple, LFI ne dispose que d'un peu plus de 77 députés, je crois. Vous allez me corriger si je vous dis une bêtise. Elle ne pourra pas faire basculer finalement une forme d'unanimité à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous répondez à vos détracteurs ? Mais moi, je compte pas forcément les députés LFI non plus. On compte notre bloc. On n'a pas que LFI dans le nouveau Front Populaire. On a les socialistes, on a les écologistes, on a les communistes. Et aujourd'hui, quoi qu'on en dise, c'est le premier bloc politique qui existe. Alors oui, on est en tête, et c'est dans toute démocratie européenne et dans toute démocratie du monde, c'est le bloc qui arrive en tête aux élections qui est chargé de constituer un gouvernement avec un Premier ministre. Et le président, il décide que « Oh non, c'est moi qui va décider, je vais consulter à droite, à gauche, M. Hollande, M. Sarkozy, on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour constituer un gouvernement. Et puis, ah non, on va pas abroger la réforme des retraites, quand même, ce serait dommage, parce que c'est moi qui l'ai fait. Oui, les Français, ils ont voté contre, mais bon, on va pas faire ça, on va pas augmenter le SMIC. » Mais en fait, à un moment, faut aussi qu'il accepte le résultat des urnes, et que non, en fait, la monarchie, on l'a abolie quand même il y a plus de 200 ans. Hein. Alors, justement, il y a cette conduite un peu solitaire du pouvoir. C'est quelque chose qui vous inquiète, ça ? Bah oui, je pense, enfin, c'est quand même aberrant. On en arrive à un point où le résultat des urnes et la décision des Français, enfin, le bloc d'Emmanuel Macron est vraiment en déliquescence, quoi. Il y a plus grand chose. Ils réussissent à faire des majorités avec des bouts de bois déjà sous l'ancienne législature, mais aujourd'hui on ne sait pas comment ils vont faire. C'est impossible. Non, aujourd'hui la seule majorité qui puisse y avoir, c'est avec le nouveau Front Populaire, et c'est le programme qui est arrivé en tête. Et aujourd'hui, les Français ne veulent plus d'Emmanuel Macron. C'est vraiment le résultat des urnes qui est arrivé. Donc, nous, ce que nous demandons, c'est Lucie Castel, Première ministre. Et si Emmanuel Macron refuse, oui, nous demanderons la destitution du président de la République, parce qu'il va à l'encontre de la décision des Français. Là aussi, il faut une majorité de députés pour qu'il y ait cette destitution, cet article 68, pour faire simple, de la Constitution. Est-ce que vous pensez arriver à une majorité justement pour arriver à destituer le président de la République ? Moi, je pense qu'on peut arriver à une majorité à l'Assemblée nationale. Après, la destitution du président de la République, c'est quelque chose qu'avec la France Insoumise, on décide de mettre comme débat sur la table, à l'Assemblée nationale. On verra, on en parlera. Tout le monde ne peut pas être d'accord. Tout le monde aussi. Enfin, je pense que c'est important d'avoir ce débat-là pour que ce soit sain aussi dans notre débat démocratique. Alors, vous parliez tout à l'heure, Gwenolé Bourré, de la réforme des retraites. On a compris aussi qu'Emmanuel Macron avait conditionné le choix du futur Premier ministre au maintien de cette réforme des retraites. Est-ce que pour vous, ça fait un peu léger comme programme ?
Ça fait plus que léger, surtout que bon, on sait que les Français ont massivement rejeté cette réforme des retraites, que le résultat des urnes a aussi massivement rejeté cette réforme des retraites. Donc aujourd'hui, nous, c'est vraiment la première chose que l'on veut faire quand on arrivera au pouvoir avec Lucie Castet, c'est que nous abrogerons la réforme des retraites. En fait, c'est pas possible de garder une réforme contre l'avis des Français à ce point. Là, c'est juste du forcing, en fait. Il y a un moment, Emmanuel Macron, il faut qu'il comprenne que non, en fait, les Français n'en veulent pas et qu'ils sont aussi maîtres de leur destin. Alors, les Français, justement, s'interrogent sur beaucoup de choses en cette rentrée. L'éducation, c'est une priorité, mais même avant l'éducation, avant la santé, il y a aussi le portefeuille avec l'inflation. Et puis, ces dernières annonces du ministre démissionnaire, Bruno Le Maire, ministre des Finances, qui dit que les dépenses des collectivités pourraient aggraver de 16 milliards d'euros le déficit de la France, selon Bruno Le Maire, qui prévient que les prévisions de recettes fiscales pourraient par ailleurs ne pas être atteintes. Oui. Voilà, quel dommage. On s'enfonce un petit peu plus dans une crise, dans une crise financière aussi. C'est une préoccupation pour les Français. Là aussi, il y a urgence à dire à Emmanuel Macron, il faut statuer, il faut un nouveau Premier ministre, il faut sortir de cette situation politique pour pouvoir faire face à une situation qui est grave aussi par ailleurs. Non mais le gouvernement, ils se sont entêtés, Emmanuel Macron s'est entêté depuis des années à dire que ce qu'il faut, c'est réduire les recettes. Enfin, il peut pas se plaindre d'avoir moins de recettes, ça fait des années qu'ils réduisent les recettes. Alors, avec une baisse des impôts sur la fiscalité, avec une baisse des impôts pour les plus riches, une baisse des impôts pour les grandes entreprises, et après on s'étonne qu'il n'y ait plus d'argent dans les caisses. Donc en fait, et ensuite, quelle solution est-ce qu'ils proposent? Réduire les budgets donc de l'éducation, de la santé, de l'écologie. Et aujourd'hui, le budget, les seuls budgets qui augmentent pour ce qui a été proposé dans la semaine à Éric Coquerel, le président de la Commission des Finances notamment, c'est juste une hausse du budget des armées et de l'intérieur, il me semble. Et par contre, le reste, on baisse drastique des financements. Donc en fait, nous, ce qu'on propose, c'est juste réformer la fiscalité. À un moment, il y a un problème, il faut que tout le monde puisse contribuer aussi à la caisse. On voit très bien que les plus riches n'ont jamais été aussi riches et il y a un vrai problème de répartition des richesses dans ce pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on voudrait passer d'un système, par exemple, de 5 tranches d'impôts à 14 tranches d'impôts. Parce qu'en fait, c'est pas normal aussi que les classes moyennes, elles payent beaucoup plus en proportion que les plus riches. Donc en fait, ce qu'on propose, c'est que si vous gagnez plus de 4 000 euros, oui, vous allez payer plus d'impôts. Par contre, si vous gagnez moins de 4 000 euros, avec notre système des 14 tranches d'impôts, vous allez payer moins d'impôts. Voilà, c'est-à-dire un impôt progressif finalement. C'est ça, rendre l'impôt beaucoup plus progressif et beaucoup plus juste et aussi faire plus de recettes parce qu'en fait, on va pas s'en sortir sinon. Alors, on a beaucoup entendu pendant les différentes campagnes récentes européennes ou encore des législatives, la France Insoumise et plus largement le nouveau Fonds populaire justement s'exprimer pour taxer les grandes entreprises. On a entendu les grands dirigeants de ces entreprises dire voilà, si nous on nous taxe, on s'en va. Est-ce qu'il y a moyen de conserver ces entreprises importantes aussi pour l'économie française sur notre territoire tout en les taxant, tout en leur demandant de participer à l'effort national? Oui, bah non, si ils peuvent menacer de vouloir partir. Vous savez, on nous a fait ce coup-là pendant très longtemps. Pareil, quand on disait que M. Hollande allait arriver au pouvoir, oh là là, les grandes fortunes vont quitter ce pays, ça va être la fin du monde. Ce qui s'est passé, c'était pas du tout ça. Non, ce qu'on prévoit en tout cas, effectivement, si on arrive au pouvoir, c'est que les gens qui gagnent leur argent en France, ils payent leur impôt en France, en fait. Donc, les entreprises françaises, elles peuvent vouloir partir autant qu'elles veulent. On ira quand même les chercher avec ce qu'on appelle l'impôt universel, ce qui existe déjà aux États-Unis. C'est-à-dire que, en fait, quel que soit où que vous soyez dans le monde, en fait, on ira vous chercher pour que vous puissiez vous payer vos impôts en France. Alors, il y a aussi la précarité qui gagne. On le voit aussi, c'est une des grandes préoccupations des Français qui sont régulièrement interrogés sur la question. On leur dit, voilà, qu'est-ce qui vous fait peur finalement? Et c'est souvent la perte du travail, la perte de l'emploi. Aujourd'hui, on voit un monde voilà, j'en perds mes mots, pardon. On voit aujourd'hui le monde du travail qui est en pleine mutation et donc une crainte aussi par rapport à cette perte d'emploi. Est-ce qu'il y a un grand plan social à mettre en place sur l'emploi aujourd'hui? Nous, ce qu'on propose en tout cas, oui, il y a une pénurie d'emploi aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est recréer de la demande
et donc remplir le carnet de commande des entreprises. Donc pour ça, il faut relancer l'économie, augmenter les salaires, permettre aux Français de consommer. Aujourd'hui, effectivement, il y a une baisse de la consommation parce que les Français ils n'ont plus de sous. Donc en fait, forcément, les Français ne consomment plus, donc il n'y a plus de consommation pour les entreprises et qui peuvent plus vendre. Donc le carnet de commande se vide. Et ce qu'il faut, on rentre dans un cercle vicieux qui est quand même très compliqué. Non, et puis il y a une opportunité aussi que nous avons avec ce siècle, qui est celui de la transition écologique, normalement, avec l'enjeu du réchauffement climatique, c'est que nous devons engager vraiment une bifurcation écologique très drastique. Et donc à partir de là, nous devons créer de nouveaux emplois, créer de nouvelles formations, et on va avoir besoin de milliers et de milliers et de milliers d'emplois nouveaux pour pouvoir engager cette bifurcation écologique. Je pense à l'écologie, je pense à l'agriculture. Vraiment, ça demande beaucoup de main-d'œuvre. Et tout ça, oui, on va pouvoir donner un emploi à tout le monde et surtout un emploi qui respecte les gens. Alors, avec aussi une réforme, encore une, on parlait tout à l'heure de la réforme des retraites, il y a aussi la réforme de l'assurance chômage qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a été mise un petit peu en suspens juste avant, en tout cas juste au sortir des élections. Est-ce que c'est quelque chose qui vous met en alerte aussi, cette réforme? Est-ce que elle est nécessaire ou est-ce qu'elle n'est pas nécessaire, voilà, pour faire simple? Non, enfin, clairement, là, l'objectif, bon, c'est toujours la même chose, c'est essayer de faire des coupes budgétaires où est-ce qu'on peut, et puis alors, quand il y a vraiment plus de sous, on va quand même chercher tout ce qui peut rester. Non, là, l'objectif, c'est de pointer du doigt les chômeurs, de dire que c'est des feignants, qui cherchent rien, que de toute façon, c'est les parasites de la société. Et puis après, on va se vanter, on dit, regardez, le chômage y baisse, alors qu'en fait, on a radié des milliers et des milliers de chômeurs. Non, clairement, là, l'objectif, c'est encore une fois d'Emmanuel Macron et de ce gouvernement et des macronistes, c'est de pointer du doigt une partie de la société, mais comme ils savent faire très bien, c'est toujours ce qu'ils font, pointer du doigt les plus pauvres pour les mettre comme des boucs émissaires. Alors, question vaste et peut-être un brin provocante, est-ce qu'il faut sortir de cette forme d'économie capitaliste que l'on connaît depuis plusieurs siècles maintenant, en tout cas plusieurs dizaines d'années maintenant? Est-ce qu'il faut sortir de cette économie capitaliste? Est-ce qu'il faut penser à un autre monde, à autre chose? Vaste question, mais oui. Clairement, enfin nous en tout cas, c'est dans notre formation politique, on appelle à dépasser le capitalisme effectivement, parce qu'en fait on voit que ça a été un système de prédation qui a été terrible et pour les humains et pour la planète et la nature. On voit que par exemple, le système de croissance infinie dans un monde fini, ce n'est pas possible. À un moment, on arrive vraiment à puiser toutes les ressources de la planète. On arrive aussi à puiser toutes les forces des humains qui, en fait, on leur demande de travailler toute leur vie, mais on ne sait même pas pourquoi aujourd'hui. En fait, on travaille toute nos vies pour faire de la croissance, pour que des chiffres dans les bureaux de Bruno Le Maire ce soit bon. Non, aujourd'hui, en fait, ils sont pas bons les chiffres. Ils sont pas bons en plus. Donc, comme quoi, leur système, il marche pas vraiment. Donc, non, on arrive à un moment où la question se pose de notre système économique, s'il est viable. Et en tout cas, nous, on pense que non. C'est qu'il faut arriver à un autre modèle, à un autre système. Il y a d'autres choses qui sont arrivées dans l'histoire et peut-être que il y a des choses dans lesquelles il faut s'inspirer et des choses aussi, il faut construire de nouveaux modèles, de nouvelles perspectives. Il faut redonner un sens au travail aujourd'hui, en tout cas la valeur travail. Oui, la valeur travail, ça dépend. Ça a été un mot qui a été réutilisé par la droite, mais la valeur travail, c'est avant tout quelque chose plutôt de gauche. En tout cas, moi, quand je pense à la valeur travail, je pense à quelqu'un qui est fier de son travail, mais qui aussi, par le travail, moi, j'entends aussi tout ce qu'on a obtenu par les luttes sociales, par les travailleurs. C'est-à-dire, on a obtenu les 3-8, on a obtenu donc les 3-8, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de sommeil. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qu'on peut penser à travers la valeur travail. Alors oui, la droite, ils vont dire la valeur travail, c'est aller travailler, être fier de travailler, et puis travailler, vivre pour travailler. Non, je pense que c'est surtout une identité que de la classe sociale du prolétariat, en fait, qui est clairement de vouloir de s'identifier en tant que travailleur par rapport à un patronat aussi, dont lequel il faudra peut-être s'émanciper un jour. Alors, on parlait des chiffres à l'instant de l'économie française, avec un déficit qui pourrait atteindre, je mets des guillemets, 5,6% de PIB, des économies nécessaires à faire. Bruno Le Maire a pointé du doigt les collectivités répondent en disant nous, on n'a pas assez de moyens parce que, si on prend le cas des départements qui gèrent, par exemple, le volet social, ça devient assez intenable. Est-ce que là aussi, il va falloir repenser là encore, l'économie, mais l'économie, j'allais presque dire l'économie politique.
Mais ces gens s'entêtent. Enfin, ils demandent toujours de réduire les dépenses. Ils disent alors le chômage on va réduire, les collectivités on va réduire, mais les gens disent on n'a plus de sous. Ils disent bah c'est pas grave, on réduit quand même. Mais à un moment, il faut qu'ils comprennent qu'en fait il n'y a plus de rentrée d'argent. Il n'y a plus assez de rentrée d'argent. Alors oui, il faut augmenter les impôts, mais pas les impôts de tout le monde. Hein. Non, on va augmenter les impôts de ceux qui ne payent pas depuis des années. C'est-à-dire les plus riches. En fait, on n'a jamais eu des gens aussi riches de toute l'histoire qu'aujourd'hui. Donc en fait, il faut vraiment que tout le monde contribue et c'est enfin voilà, et Emmanuel Macron, il a supprimé l'ISF, il a baissé les impôts des grandes entreprises, enfin il a fait plein de déductions fiscales et après ils viennent se plaindre qu'il n'y a plus de sous dans les caisses. Enfin c'est un peu cocasse quand même comme situation. Avec les répercussions, on en parlait tout à l'heure, sur le terrain, les Français par exemple qui se retrouvent face à un système de santé qui ne fonctionne plus aujourd'hui en France. Est-ce que c'est normal pour un pays comme la France que... Non. On est quand même 5e puissance mondiale et on se retrouve dans des hôpitaux avec des soignants qui font tout ce qu'ils peuvent, qui sont admirables. Moi, je pense par exemple à mes grands-parents qui ont été pris en charge par des gens du CCAS ou des infirmières qui sont à domicile et qui donnent vraiment toutes leurs âmes pour les patients, mais par contre avec des moyens mais dérisoires. C'est enfin heureusement qu'on a des gens justement qui vont et qui veulent s'occuper des gens sans vraiment penser aux sous ou penser à leur salaire ou à leur intérêt personnel et qui y vont presque par charité, et c'est dommage justement parce que ces gens ils ne sont pas reconnus dans leur travail. Enfin il faudrait les reconnaître au niveau salarié, et je pense pas qu'aux soignants non plus. Enfin dans les soignants je pense aussi à tous les aidants, à toutes les personnes qui participent justement à aider les personnes les plus fragiles de notre société. Et ça il y a un vrai problème où aujourd'hui en fait dans notre système capitaliste, on ne reconnaît que les gens qui produisent de la valeur, mais par contre des gens qui vont aider ou des gens qui vont produire de la culture ou des gens qui vont faire autre chose que faire de la valeur ajoutée, là par contre non, on va pas les considérer quoi. Il y a des domaines comme la santé, comme la culture, hein, vous avez prononcé le mot, qui ne sont pas, j'allais presque dire monnayables, où il n'y a pas d'objectif en termes de rentabilité. On doit les oublier dans ces domaines-là, ces objectifs. Oui. Mais je pense que dans beaucoup de domaines, on doit commencer à penser à autre chose que la croissance ou à autre chose que la rentabilité. Aujourd'hui, on n'a jamais créé autant de valeur dans ce pays. Enfin, je veux dire, il n'y a jamais eu autant de richesse dans ce pays. La question, c'est pas comment est-ce qu'on produit plus. La question, c'est comment est-ce qu'on répartit enfin ces richesses entre nous et pour que chacun vive au mieux. Alors, on voit aussi l'Europe qui s'inquiète de la situation de la France. On a entendu parler... Voilà, quelques députés européens qui ont lâché. Voilà, la France est en train de devenir comme la Grèce. Elle pourrait un jour ou l'autre se retrouver sous tutelle. C'est quelque chose de grave, ce genre de propos. Oui, et puis je pense qu'on en est très loin. Et puis je pense que la Grèce, ce qui s'est passé, faut le déplorer. Et puis c'était assez scandaleux quand même ce qui s'est passé en Grèce. Hein. Enfin, on a quand même eu un peuple qui avait voté contre ce qui a été finalement appliqué par la force par Bruxelles. Donc non, le modèle déjà n'est pas louable et n'est pas souhaitable. Et oui, enfin, on en est très très loin aussi d'arriver à un système comme en Grèce. Et je pense qu'il faudra plus jamais en arriver là, parce que c'est vraiment un déni de démocratie, mais scandaleux ce qui s'est passé. Alors je reviens à notre Premier ministre, qui n'a toujours pas été nommé au moment où l'on se parle, je vérifiais les dépêches. Notre futur Premier ministre, s'il n'est pas soutenu par la gauche, alors on va dire par la gauche dans son ensemble, on risque d'avoir une motion de censure. La France deviendra à ce moment-là un petit peu ingouvernable, il faut bien le dire. Est-ce que c'est pas un risque à prendre aussi ? Mais le risque qui est pris, c'est celui d'Emmanuel Macron depuis le début. Et avait-il besoin de dissoudre l'Assemblée nationale ? Alors nous, on a demandé la dissolution de l'Assemblée nationale depuis très longtemps. Mais maintenant, c'est lui qui s'est mis dans cette situation. Au soir des européennes... Le moment était mal choisi, finalement. Je ne sais pas si le moment était mal choisi, mais en tout cas, faut qu'il assume aussi ses actes un petit peu à un moment, le président de la République. Nous, on a pris nos responsabilités. Il a dit « j'appuie sur le bouton de la dissolution ». Ok, très bien. Nous, on fait l'union de la gauche. Il misait sur une division ratée. On a réussi à faire l'union de la gauche. On a gagné les élections. Il misait sur une victoire du Rassemblement national ratée. Donc, il se retrouve finalement dans une situation qu'il n'a pas voulu et qu'il a provoquée. Donc, à un moment, il faut qu'il assume aussi ses actes, qu'il laisse le gouvernement du nouveau Front populaire gouverner, proposer des textes à l'Assemblée nationale et juste essayer d'avancer. On n'y arrivera pas sinon. Hein. Est-ce que le président de la République n'a pas aussi parié, si vous me permettez le terme, il est un peu trivial là aussi, sur une division de la gauche ? Ah oui, clairement. Mais la preuve qu'il a raté finalement. On s'est retrouvés le soir même. Moi, je me rappelle à Rennes, on s'est retrouvés avec tous mes camarades socialistes, écologistes, communistes.
où on s'est retrouvé finalement 1 heure après l'annonce, même pas 1 heure, 45 minutes après l'annonce de la dissolution, on était tous en ville, on s'est retrouvé dans une salle et on s'est dit il faut faire quelque chose, on a sorti un texte. Et 1 heure après la dissolution, toutes les organisations de jeunesse de Rennes avaient sorti un texte d'unité qui appelait déjà un front populaire. Donc je pense qu'Emmanuel Macron manque de culture politique pour penser que justement la gauche resterait divisée face à un risque si grand de l'extrême droite, parce que nous on a une culture de la lutte antifasciste qui est vraiment très importante, que ce soit des socialistes aux insoumis, et je pense que déjà, ça manque de culture politique, ça c'est clair. Et il a eu un manque de diagnostic sur le moment politique. Et je pense qu'aussi, il faut le dire, il souhaitait la division de la gauche, mais plus que tout, il souhaitait la victoire du Rassemblement national. Qui est très haut quand même. Il est passé d'un peu plus de 80 députés à plus de 100 députés aujourd'hui. Oui, et on a évité une catastrophe encore plus grande grâce notamment à l'union du nouveau Front populaire et au report du nouveau Front populaire sur beaucoup de candidats de l'ancienne majorité d'ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi avec cette situation de faire justement mécaniquement monter le Rassemblement national? Mais ce qui fait monter le Rassemblement national, c'est le déni de démocratie. Emmanuel Macron, je pense qu'il préfère que le Rassemblement national monte plutôt qu'une victoire un jour de la gauche. Ou laisser la gauche gouverner. Et je pense qu'il sait très bien, Emmanuel Macron, que s'il nous laisse gouverner, on va faire le SMIC à 1 600 €, on va faire la retraite à 60 ans, et je pense qu'il sait très bien que les prochaines élections, du coup, si on réussit à faire ce programme, c'est nous qui allons en bénéficier, et c'est plus le Rassemblement national. Sauf qu'Emmanuel Macron, il préfère essayer de garder ce duel avec Marine Le Pen, qui est de plus en plus dangereux quand même comme duel. Déjà, là aux dernières élections, c'était compliqué. Prochaines élections, on nous annonce même une victoire potentielle de Marine Le Pen face à Emmanuel Macron, ou face à n'importe quel candidat macroniste, puisqu'il ne pourra pas se représenter. Mais on arrive à un moment où Emmanuel Macron, il joue très dangereusement avec le feu, tout ça pour refuser de laisser la gauche gouverner. Qu'est-ce qui lui fait peur? Là, il nous reste 2 minutes, ça va être très vaste comme question, je ne vous demande pas une thèse, bien entendu, mais qu'est-ce qui lui fait peur, selon vous, dans la gauche? C'est un petit bourgeois. En réalité, Emmanuel Macron, c'est un bourgeois qui est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Je veux dire, il a peur des partageux. C'est l'avocat des riches qui a toujours voulu défendre les intérêts des riches. C'est un grand ami de Bernard Arnault. Il connaît aussi Monsieur Vincent Bolloré. Donc je pense qu'il défend ces intérêts-là. Il a peur effectivement qu'en fait des gens arrivent au pouvoir pour partager les richesses et pour lui montrer aussi qu'il a eu tort pendant 7 ans en fait de la politique qu'il a menée. Donc nous ce qu'on veut effectivement c'est on arrive au pouvoir tous unis avec Lucie Castet, avec un gouvernement du nouveau Front populaire, avec un programme très clair, le programme du nouveau Front populaire, et on appliquera notre programme. Alors un programme qui fait peur à la droite, on l'aura compris. On voit que la droite est quand même en embuscade, et ce sera ma dernière question. Est-ce que vous pensez que la droite peut changer la donne éventuellement? La droite avec Monsieur Wauquiez qui a à peu près 50 députés là. C'est pas... Bon, voilà, on a vu d'autres majorités. Et puis je pense que Monsieur Wauquiez aussi, à un moment, il veut faire autre chose qu'être la béquille d'Emmanuel Macron. Et je pense que leur majorité, elle sera... ils n'arriveront pas à faire de majorité avec la droite. Et c'est là-dessus que l'on va se quitter. Gwenno Lébouré, militant La France Insoumise, était avec nous ce matin en direct. J'espérais que peut-être nous aurions le nom du futur Premier ministre. Pas encore. Que nous l'aurions commenté, mais ça n'est pas encore arrivé. Voilà, je crois que nous sommes à 49 jours, si mon calcul est bon, de vacances du pouvoir. Oui. Voilà. Merci infiniment d'avoir été avec nous en direct. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.